Un bon seigneur règne sur ses gens. Un très bon seigneur combat à leur côté. Mais un seigneur qui, lors du combat, les protège au péril de sa vie, devient un héros. La fin de la chasse est proche. Grâce à la mort du maudit chaman, Aedan sut que sa proie allait venir d'elle-même à lui. L'ost de volontaire du nouveau seigneur de Tor-Eletis n'avait fait que grandir depuis une lune. La notoriété d'Aedan avait même atteint Ulthuan, et son nom était devenu synonyme du combat des Azurs contre les engences du chaos. La mise à mort du sabot fourchu, malgré toutes les pertes qu'elle avait données, avait permis à Aedan d'avoir une vision, courte et floue. Durant quelques secondes, il avait été tel un aigle au-dessus de la canopée. Il survola un site immense, recouvert de ruines datant certainement de la pleine puissance de Tor-Eletis. Un colimaçon d'éternité ici était dressé. Une statue gigantesque d'un héros d'antan y trônait. Et un immense arbre de vie entouré de bornes gardiennes protégeait les lieux. Oui, il l'avait deviné, ici allait se passer son combat. Ici il allait attirer sa proie. Le vil dévoreur d'âmes qui avait abattu son père allait être abattu ici même. Mais avec ses siècles d'entraînement et son savoir de la guerre, Aedan savait que son ennemi n'allait pas venir seul. Il allait mobiliser l'intégralité de ses forces jusqu'à attirer le plus de démons. Plus il en tuerait, plus cela attirerait le dévoreur d'âmes. L'île était gorgée de pouvoirs chaotiques. Il l'avait reconnu en affrontant des scavennes et des sabots fourchus. Mais les démons étaient le véritable ennemi. Comme toujours, s'est dit Aedan. Après le retour de la campagne contre le chaman sabot fourchu, Cala-Hadris, le maître du savoir qui suivait Aedan depuis son départ, lui indiquait que le site qu'il avait vu était toujours protégé par la bénédiction d'Isha, et il lui indiquait que ce site donnerait une protection aux Azurs. Les coups des démons allaient être déviés, et même leur avancée en serait ralentie. Mais le maître du savoir se doutait qu'il fallait certainement actionner ce mécanisme magique, et quoi de mieux pour le faire fonctionner que du sang pur du nouveau seigneur de Tor-Eletis. Cela fit également comprendre à Aedan qu'il devait faire un choix. Combattre aux côtés de ses hommes, dans la ligne, ou se tenir près de l'arbre de vie, sans bouger, donnant de son sang pour activer le pouvoir de l'arbre et donner la protection à toute son armée. Il s'y refusa tout d'abord. En bon guerrier, il voulait être aux côtés de ses soldats. Mais le bon sens de Cala-Hadris et le vœu de protection d'Aedan le força dans son geste. Et c'est ainsi qu'il mobilisa l'intégralité de son host. Plus d'une centaine de guerriers azurs partirent pour le site des ruines pour un dernier combat. Il leur fallut à peine 2 jours pour atteindre le site. Lorsque l'host arriva, tous reconnurent la puissance du site. Les doigts crépitaient, les oreilles sifflaient, et même Cala-Hadris eut quelques maux de tête. Même sans activation, l'arbre de vie offrait une protection impressionnante sur tout le champ de bataille. Les ruines, quant à elles, offraient un excellent couvert. Aedan mobilisa ses troupes, s'approcha de l'arbre de vie, et y apposa sa main, préalablement ouverte avec sa dague. Lorsque son sang entra en contact des racines gigantesques, l'arbre émit un tintement, simple, régulier, et un immense dôme de protection apparut tout autour d'eux, jusqu'aux ruines des anciens bâtiments. Les maîtres des épées, les lions blancs, ces hommes d'argent, de farouches gardes fantômes, des sœurs d'Avlorn, de redoutables gardes phénix, sa cohorte de gardes maritimes et quelques patrouilleurs aériens, ainsi que les 2 immenses phénix amenés avec Cala-Hadris, lui offraient un host redoutable pour abattre son ennemi. Ils étaient prêts. Ils attendaient. Cela ne dura pas. Quelques minutes après avoir placé son armée, le sol tremblait. L'activation du pouvoir de l'arbre, qui
qui émit un certain tintement, certes, mais aussi une espèce d'aspiration de vent de magie. Caladhris le ressentit, même Aedan le ressentit. Cela ressemblait un peu au vortex que l'on pouvait trouver à Elthuan. Il attirait à lui les vents de magie et canalisait les endroits recouverts de son pouvoir, peut-être même toutes les îles de Tor Ellithis. L'archipel pourrait enfin être drainé de son pouvoir beaucoup trop chaotique et devenir un nouveau site de paix. Mais pour cela, il fallait abattre la menace. Et la menace apparut rapidement. Le colimaçon d'éternité, monumental à l'autre bout du champ de bataille, se mit à vibrer lui aussi, et dans une lumière rougeâtre, horrible, sortit des flammes l'un des plus grands hostes démoniaques qu'Aedan n'ait jamais vu de sa vie. Dans un hurlement de machine de guerre, d'horreur indescriptible et de haine mêlée de colère, un hoste de cornes monumental apparut. Des centaines de sanguinaires s'engouffrèrent hors des enfers pour sortir, attaquer les Azurs. D'immenses machines de guerre, tractées par des bêtes immondes d'airain et des chiens de cornes, bavant leur haine, commencèrent déjà à accourir face aux elfes. La bataille allait être rude, car au sommet du colimaçon, ouvrant ses ailes et tendant sa lame, un immense prince démon tendit la main en direction d'Edan, comme pour désigner sa cible. Tous les Azurs firent leur salut militaire, se campèrent sur leur position et serrèrent les dents. Ils étaient prêts. Ils allaient donner leur vie pour purifier cet endroit et aider leur gouverneur, leur seigneur, leur héros à réussir sa quête. Très rapidement, au-delà des lignes elfes, le chaos s'exprima. Les canons à crâne tirèrent en direction des Azurs, mais leurs boulets furent miraculeusement arrêtés au-devant des elfes. La protection d'Isha était bien efficace. C'est dans leur colère et leur brutalité que les démons attaquèrent, se jetèrent en direction des Azurs. Poussés par leur pulsion, ils voulaient déjà arracher tous les crânes des Azurs pour les offrir à leur dieu. Le prince démon descendit de son colimaçon. Les canons avancèrent comme les chars portant leurs héros monumentaux. Et les grands régiments d'équarrisseurs ou de sanguinaires, accompagnés de leurs maudits chiens, s'abattirent sur les elfes. La cavalerie n'eut même pas le temps de charger. Les lions blancs et les maîtres des épées encaissèrent les coups, comme tout mon azur se respecte. La mêlée fut horrible. Les lions blancs armèrent leurs grandes haches et décapitèrent tout ce qui se passait devant eux, perdant des dizaines d'entre eux. Les démons semblaient une multitude. Le portail à l'arrière ne semblait même pas fermé. Certes, le prince démon n'avait pas donné toutes ses troupes, mais non, il n'avait lancé dans la bataille que ses premières lignes. Les chiens de cornes foncèrent sur la cavalerie, accompagnés de quelques équarrisseurs pour certains. Mais cela laissait le temps aux elfes, ainsi qu'aux grands phénix qui les accompagnaient, de mitrailler tout ce qu'ils voulaient. Les gardes fantômes attirèrent quelquefois les chiens dans les bois pour les tuer facilement, mais la plupart fondirent sur les hommes d'argent et leurs coursiers elfiques juteux. Qu'importe, leurs arcs ainsi que ceux des sœurs d'Avlorn prirent pour cible l'artillerie démoniaque, et leurs flèches bénies accompagnées de leurs flèches précises abattirent plusieurs démons. Les phénix attendaient, sur ordre d'Edan. Les gardes maritimes ainsi que les gardes phénix en firent de même. Il fallait attendre. Oh, certes, les maîtres des épées de Oeth et les lions blancs de Shras avaient la plus forte résistance face à eux, mais la protection d'Isha était ici. À peine un elfe était blessé qu'il se redressait, sa blessure se refermait. Ou alors même que les démons frappaient de toute leur force dans la mêlée, leur coup ricochait contre une barrière presque invisible à l'œil nu, mais qui prouvait bien que le dôme était ici. Ah, cela ressemblait énormément à la protection d'une bannière de Dragon Monde, mais sur toute une échelle, sur tout un ost autour du prince. Heureusement que Caladhris avait trouvé cela. Aedan se dit que sans cette protection, il n'aurait pas tenu 5 minutes. Ainsi, ces eaux elfes purent repousser les premières vagues.
les démons s'abattaient sur eux et mouraient dans la seconde. Pendant de longues minutes, aucun camp ne put avancer d'un pouce. Jusqu'au moment où les cris des phénix se répandirent sur la plaine. Alliant la fureur de la nature et la puissance magique des azurs, les phénix attaquèrent les mêlées pour balayer les démons. Le phénix au cœur de givre implosa littéralement les écarisseurs de cornes, tandis que le phénix super de feu dans sa jeunesse et sa fougue écrasa bon nombre de sanguinaires. Malheureusement, cela délaissa quelque peu la jeune noblesse de Lucéane, et les nobles, hommes d'argent, durent encaisser écarisseurs et chiens de cornes pendant encore de longues minutes. Les gardes maritimes, sous le clignement d'yeux d'Edan, fondirent sur les chiens de cornes qui attaquaient les patrouilleurs aériens, aidant ainsi les jeunes éclaireurs. Cependant, cela laissait Aedan légèrement isolé. Seul devant lui, les gardes phénix flanqués des Sœurs d'Avlorn lui offraient sa dernière résistance. Et ce qu'il vit ne l'horrifia point, mais le fit douter quelques secondes. Il vit le prince démon, et il vit les héros sur leur trône de sang. La mêlée avait redoublé de puissance, et les monstres, alliant la fureur et la précision des azurs, matraquaient, mitraillaient les démons par dizaines. Cependant, Khorne est violent. Qu'importe d'où viennent les crânes, tant qu'il en reçoit, il est plus puissant. La bénédiction d'Isha subit alors un retour d'énergie. Aedan recula légèrement la main. Ah oui, il l'avait deviné, il s'en doutait. Son pouvoir s'étiolait. Et les guerriers qui tombaient ne se relevaient plus. C'est tout à coup le doute qui s'imprègne de l'elfe. Il fallait gagner. Il fallait attirer ce dévoreur d'âme. Il fallait qu'il vienne. Il fallait l'abattre. Mais pas au détriment de toute son hoste. Pas au détriment de ses hommes. Et lorsqu'il voulut les rabattre vers lui, le prince démon attaqua. Et ses lieutenants aussi. Les trônes de sang foulèrent du pied, écrasèrent bon nombre de lions blancs et de maîtres des épées. Tandis que le prince démon ouvrit ses ailes, écroula la statue sur son chemin et plongea dans les rangs des gardes phénix. Leur stoïcisme légendaire ne fit pas point. Ils restèrent campés sur leur position et attaquèrent de leurs lourdes hallebardes. Oh certes, la protection d'Isha avait disparu, mais la bataille n'était pas finie. Les Sœurs d'Avlorn étaient toujours là, ainsi que les guerriers fantômes. Et les phénix continuaient leurs ravages, accompagnés des troupes d'infanterie. Aedan saisit sa hache. Il savait qu'il pouvait changer la donne contre ce prince démon. Mais une goutte perla dans son dos. Le vent se leva. Et sur sa droite, un grincement de plus en plus fort. Oui, les enfers s'ouvraient à ses côtés. Ça y est, il y eut assez de morts pour l'instant, se dit-il, mais pas aux yeux de Khorne. Et dans une faille immense, alliant l'odeur du soufre, de la chaleur et des flammes, s'extirpa des enfers sa proie, son ennemi, le vil dévoreur d'âmes. Il était là. La créature hurla sa puissance, et dans sa sortie des enfers, une impulsion magique jeta tous les belligérants au sol. Même le prince démon posa genoux. Aedan se releva en s'aidant de l'arbre de vie. Ses sœurs d'Avlorn libres ainsi que ses guerriers fantômes se tournèrent immédiatement et prirent pour cible l'immense dévoreur d'âmes, mais leurs flèches n'eurent aucun effet. Ces elfes mouraient. Les démons aussi disparaissaient au fur et à mesure devant la prouesse martiale des azurs, mais cela n'allait pas durer. Aedan était seul face à sa némésis. C'est alors que la bataille tourna court. Les derniers canons à crâne fondirent sur les survivants elfiques. Les lions blancs et les maîtres des épées empêchaient tout passage au centre, mais les flancs commencèrent à céder. Certes, les gardes maritimes venaient d'abattre leur ennemi, mais ils n'étaient plus qu'une demi-douzaine, tandis que les hommes d'argent, malgré leur résistance héroïque, ne purent tenir face aux derniers écarisseurs et à ces chiens de corne. Le flanc droit était faible. Seuls restaient les gardes fantômes et les Sœurs d'Avlorn.
Mais Aidan ne put se concentrer plus sur le combat. Le broyeur d'âme fondit sur lui. La créature mesurait facilement 6 mètres à 8 mètres de haut. Colossale, faite d'airain et de fureur. C'était lui qui avait abattu son père. Mais Aidan, en bon héritier de Shras, ne broncha pas. Il accueillit le coup, monta sur les souches de l'arbre de vie et attendit sa proie. Toute sa vie, il avait attendu ce moment. Et enfin, il était prêt. De leur côté, hurlant leur victoire, les maîtres des épées avaient fini d'abattre leurs ennemis. Les derniers survivants des gardes maritimes se dirigeaient déjà vers eux. Les lions blancs continuaient leur nettoyage et leur purification. Seule une demi-douzaine de sanguinaires avaient survécu à leur redoutable coup, mais ils avaient perdu plus de la moitié d'entre eux. Les gardes phénix tentaient leur chance contre le prince démon, mais son art martial égalait le leur. Mais leur silence n'en fut point. Ils restèrent là, mourant sous ses coups, mais ne bougeant pas. Les dernières défenses d'Aidan n'avaient pas cédé. Les chiens de corne et les écarisseurs fondirent sur les sœurs d'Avelorn, scellant leur sort. Malgré cela, les lions blancs se reformèrent, les maîtres des épées ainsi, et les gardes maritimes. Ils attendaient le bon moment. Les sœurs n'eurent aucune chance. Elles furent balayées par l'écarisseur et ses chiens, ce qui amena ceux-ci sur les gardes phénix. Le stoïcisme légendaire de ces guerriers fut prouvé ce jour-là. Une quinzaine d'entre eux accueillit la charge de monstres titanesques d'un prince démon, d'une écarisseur et de chiens de corne. Ils perdirent la moitié d'entre eux en quelques secondes, mais cela suffit pour que les maîtres des épées ainsi que Caladris, recouverts de sang, et que les derniers gardes maritimes puissent venir les aider. Le prince démon hurlait sa puissance. Il saisit Caladris par la gorge, le leva au-dessus de ses troupes et lui arracha la jugulaire de ses griffes. Il n'avait aucune chance, mais c'était sans compter sur la violence et le pouvoir des maîtres des épées, qui vengèrent la mort de leur grand maître en abattant l'écarisseur. Mais en mourant sous les coups des chiens de corne, les gardes maritimes furent piétinés par le prince démon victorieux, et le dernier garde phénix mourut sous les crocs des chiens de corne. À la fin de cette terrible mêlée, seul se dressait le prince démon, immortel, blessé, oui, mais toujours debout. Et c'est alors que, derrière lui, il entendit le cri de guerre de Shras. Les survivants fondirent sur lui. Aidan fut jeté à bas. Il parcourut facilement une douzaine de mètres avant de s'écrouler. Heureusement, son talisman familial était là pour le protéger. Ah, ce dévoreur d'âme était gigantesque. Une fureur inégalée, même le Sigor qu'il avait abattu lui-même, ainsi que le Gorgon lui avait donné moins de fil à retordre. Cette créature était vraiment son pire ennemi. Il comprit comment son père avait pu mourir sous ses coups. Sa hache avait plusieurs fois frappé la bête, mais rien n'y faisait. Il lui manquait quelque chose. Il se releva et retourna au combat. Rien ne pouvait mettre à mal sa détermination. Le prince démon lécha le sang sur ses griffes. Tout ça pour essayer d'impressionner les lions blancs. Shras n'est pas comme cela. Une volée de flèches sortie des frondaisons fit la preuve que les guerriers fantômes étaient toujours là. Une flèche se figea à l'intérieur de l'œil du prince démon, lui arrachant une douleur et un cri horrible. Et dans sa fureur et sa frénésie, il chargea les lions blancs. Telle ne fut pas son erreur. Les guerriers de Shras armèrent leurs haches, accusèrent le coup. 5 d'entre eux furent décapités ou éviscérés, mais les derniers survivants bloquèrent le prince démon, tandis que leur grand chef, celui qui avait accompagné Aidan jusqu'à la fin, réussit à sauter par-dessus eux et à trancher la gorge de leur adversaire. Il s'abattit au sol avant de disparaître dans le warp. Ils avaient abattu leur général. Il ne restait plus que le dévoreur d'âme. Il ne restait plus que ce broyeur d'âme, la Némésis.
Aedan esquiva un coup de patte, puis 2 tentacules métalliques. Il frappa et en décapita 2, mais ce n'était pas la tête du Breuillardam. Il fallait un coup bien plus puissant. Et lorsqu'il entendit le corps de chasse de Shras, il reconnut son salut. Il entendit devant lui les bruits de course de ses meilleurs guerriers. Le Breuillardam se retourna et reçut de plein fouet la charge des derniers survivants des Lions Blancs. Aedan en profita. Il grimpa sur sa patte qui était dressée devant lui, s'accrocha à lui, et utilisant la force de la créature qui tenta de l'en décrocher, se jeta en l'air. Il dominait la scène pendant quelques secondes. Ces lions blancs renversèrent une des pattes du Breuillardam et la brisèrent de leurs coups rageurs, tandis qu'il mourait sous ses pattes. Et dans sa chute, Aedan arma son arme, l'arme ancestrale de sa famille. Il pensa à son père, à sa mère, et dans un centième de seconde aperçut la multitude de cadavres regorgeant la plaine. Le temps se figea. Shras, Isha, Kain et même Azurian lui montrèrent l'endroit. Une faille dans la carapace de la créature. Il crut même reconnaître un tracé, tel une épée elfique, certainement celle de son père. Oui, il avait réussi à lui donner un coup, mais pas à l'abattre. Aedan en profita. Le temps sembla reprendre son rythme. Et dans sa chute, Aedan hurla le nom de son père et planta sa hache dans la faille. Un son crispant et cristallant retentit. Il retombit sur ses pattes, tel un chat. Et le Breuillardam le domina devant lui. Aedan n'avait plus sa hache. Le Breuillardam arma sa patte, encore valide. Ses lions blancs reculèrent pour accuser le coup. Et Aedan ne put couvrir les bras. Et le coup ne vint jamais. La tête du Breuillardam s'écroula aux côtés d'Aedan, avant que la créature ne s'affale au sol. Ils étaient victorieux. Aedan était fortement blessé, gravement même. Son plastron était défoncé. Il sentait le sang couler entre ses côtes cassées et ses plaies béantes. Il était presque mort. Son second arriva, le chef lion blanc, les yeux tristes. Il posa sa main sur son épaule, mais le seigneur lui admit un sourire. « J'ai réussi. Mon père est vengé. » « Certes, lui dit son second. Mais les lieux ne sont pas encore purifiés, mon maître. » Aedan plongea son regard dans le sien. Il acquiesça et lui demanda de l'aider à aller jusqu'à l'arbre de vie. Secondé par le chef des lions blancs, Aedan s'en approcha. Il utilisa les plaies et le sang abondant qui recouvrait son armure et posa ses 2 mains sur l'arbre de vie. La superbe preuve de puissance de la nature et de la bénédiction d'Isha vrombit de plus belle. Et c'est alors qu'une aspiration d'énergie magique colossale se produisit, mettant à terre la demi-douzaine de lions blancs encore survivants et les guerriers fantômes qui sortaient de la protection des frondaisons. Sur la centaine d'hommes qu'il avait mobilisés, seuls 15 avaient survécu. Aedan était à genoux. Ce dernier effort lui en avait certainement trop demandé. Et c'est en voyant son second s'approcher de lui et que ses lions blancs le regardaient inquiet qu'il s'affala au sol avant que sa vision ne se brouille. Il avait accompli son devoir. Il s'était enfin conduit comme le plus grand seigneur de sa lignée. Et il n'espérait qu'une seule chose, qu'Ulthuan le reconnaisse enfin et que la paix règne sur son archipel. Et donc voilà, messieurs, dames, c'était la dernière aventure d'Aedan, le haut elfe, votre héros de Made by Amateur, en espérant que cette mini-saga vous aura plu. C'était vraiment un plaisir pour moi de la tourner, j'ai beaucoup aimé faire ce principe de roleplay. Je sais que l'avant-dernière vidéo a eu un petit problème de son,
C'est une fausse bâtisse, j'en suis désolé, mais en espérant que celle-ci vous aura plu. Oui, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il est juste mortellement blessé, il a fini à un PV sauvé gratuitement, on va dire presque. Voilà, on avait fait une partie très flushy, en espérant que ça vous ait plu, donc pour vous dire, je vais remettre au vote pour une prochaine vidéo un autre héros de Made by Amateur, votre héros. Alors je remettrai peut-être certains qui ont eu des bonnes voix le dernier coup. Et de nouveau, parce qu'on m'a engueulé en ayant dit ah mais t'as pas fait un Seigneur Skaven, t'as pas fait plein de trucs. Donc en fait c'est tout simple, vu que maintenant j'ai toutes les armées, vous aurez donc 13 héros, peut-être même 14 à choisir, sans avoir de haut elfe. Bien sûr, dans la sélection, vu qu'on vient d'en sortir. Donc merci d'avoir suivi les aventures de Edan, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour vos encouragements et écoutez, on se retrouve bientôt pour la vidéo de Made by Amateur, votre héros preview numéro 2 pour pouvoir voter pour votre prochain héros. Allez, je vous remercie à tous et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, à plus.